Eh bien, bonsoir et bienvenue à toutes et tous et merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à ces rendez-vous. Donc ce soir, rendez-vous donné par Odyssea pour un second volet sur la nutrition. Alors second volet parce que nous avions fait le 6 octobre avec les experts de l'ICEO une webconférence sur l'impact de l'environnement et de la nutrition et nombreux et nombreuses parmi nous, vous avez demandé à avoir des conseils encore plus pratiques. Donc ce soir, c'est ce que nous allons nous attacher à faire avec l'ensemble des experts pluridisciplinaires de l'équipe, cette fois de Dijon. Donc, c'est le centre Georges-François Leclerc qui va nous donner des infos extrêmement pratiques. Cette webconférence est également extrêmement importante car aujourd'hui, nous commençons la journée, la semaine nationale de la dénutrition et on sait combien la nutrition est importante et est essentielle dans le traitement du cancer. Beaucoup de femmes souffrent de dénutrition, ce qui peut avoir un impact sur la masse musculaire, la tolérance au traitement, l'immunité, tout ce qu'on va voir ce soir, et donc sur la qualité de vie globale. Donc ce soir, nous avons donc la chance d'être entourés de tous les experts que vous voyez et vous pouvez apercevoir en bas, je vais les agrandir, la cuisine du CGFL. Nous sommes donc accompagnés d'une équipe pluridisciplinaire car ce centre a mis en place de nombreuses initiatives très innovantes justement pour accompagner mieux les patients et les patientes atteints de cancer et notamment au travers d'ateliers. Je présenterai l'ensemble des intervenants au fur et à mesure pour vous avoir des idées bien claires au moment où ils parlent. Merci à toutes et tous d'être parmi nous. Je vais laisser d'abord la parole à Anne. Anne qui est la présidente directrice d'Odyssea et donc qui est notre hôte ce soir. Anne. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Comme chaque fois, vous êtes très nombreux à nous rejoindre. On sait que la nutrition est un aspect vital dans notre quotidien. Je crois que ça en prend d'autant plus l'importance quand on est patiente ou patient et qu'on lutte contre un cancer. Et ce soir, tous les experts que nous avons réunis grâce au centre Georges-François Leclerc vont un petit peu nous accompagner, nous aider avant de nous préparer 2 recettes à déguster ce soir et surtout balayer de nombreuses idées reçues. Et je crois qu'il y a fort à faire dans ce domaine. Donc, merci pour votre présence et à table donc. Alors, à table et en cuisine déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un atelier qui va être fait durant cette webconférence. Et donc, Carole, qui est Madame Diolo, qui est directrice de la communication au centre Georges-François Leclerc, va nous dire un mot. Bonsoir, Madame Diolo. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, je suis ravie et nous sommes tous ravis de vous accueillir dans une cuisine que nous avons installée bien évidemment pour l'occasion, en compagnie de Ludovic, de Jennifer, qui est une patiente qui a accepté de se prêter au jeu de l'atelier, et puis Benjamin, qui est pâtissier. Nous avons la chance donc au CGFL, le Centre de lutte contre le cancer de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est situé à Dijon, cité internationale de la gastronomie, de pouvoir compter sur l'équipe de 25 cuisiniers qui préparent quotidiennement des repas pour les patients et pour le personnel. Pourquoi? Parce qu'au CGFL, cette question de la nutrition et de l'alimentation, c'est un axe central de notre projet d'établissement et de notre vision de la prise en charge des patients, parce que pour nous, le bien manger et l'alimentation fait partie intégrante du soin et de la prise en charge de nos patients. Donc nous allons ce soir vous proposer un atelier pratique, beaucoup d'astuces, et nous l'espérons des réponses à des questions très pratiques avec beaucoup de trucs et astuces pour mieux vivre cette alimentation et juguler les effets secondaires de certains traitements. Et nous allons proposer un plat salé, donc le tigre qui pleure, et une recette sucrée, une barre chocolatée,
noix de coco, je ne peux pas dire donc une barre noix de coco chocolatée, voilà, que vous allez pouvoir découvrir tout au long de la soirée. Au nom de l'ensemble des collaborateurs, nous sommes vraiment ravis. N'hésitez pas à nous poser. On fera des petits points tout au long de la webconférence. Et puis, un grand merci également à tous nos experts et notamment professeur Schmitt, Sophie Détain et professeur Clémentine Hugo-Gentiel de nous avoir rejoints pour ce moment. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a beaucoup d'experts. On va commencer par le professeur Antonin Schmitt. Donc, professeur Antonin Schmitt, vous êtes professeur de pharmacologie et de pharmacocinétique à la faculté de pharmacie et vous êtes pharmacien clinicien au CGFL. Et dans le cadre de vos activités hospitalières, vous participez entre autres à l'accompagnement des patients par le biais de consultations pharmaceutiques, notamment pour les patients qui reçoivent des traitements par voie orale ou par voie injectable. Et ces consultations sont pour vous l'occasion d'échanger avec eux et de faire le point sur les éventuels effets indésirables des traitements, notamment l'impact sur l'alimentation, etc., les coûts, les altérations, mais également tout ce qui est interaction médicamenteuse. Et ça aussi, il y a beaucoup d'idées reçues ou de choses qu'on fait de façon par une mauvaise information et il faut être très vigilant aux interactions médicamenteuses, notamment de certaines plantes. Voilà. Donc, vous allez nous faire un point là-dessus et nous allons vous laisser la parole. Merci infiniment d'être avec nous, professeur Schmitt. Merci beaucoup. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'aura pas le temps et ça sort un peu du cadre, donc on parlera pas forcément des interactions médicamenteuses. En revanche, l'idée, dès que la présentation arrive, ça sera plutôt aujourd'hui de discuter de l'impact que peuvent avoir les traitements contre le cancer. Alors on pense principalement à la chimiothérapie, mais on verra qu'il n'y a pas que la chimiothérapie qui peut avoir un impact. Donc on parlera de l'impact des traitements sur le goût et l'odorat. Est-ce que je pourrais avoir la présentation? Parfait, merci beaucoup. Donc déjà quelque chose d'important, c'est que dans la réflexion, le goût et l'odorat sont deux notions qui sont intimement liées. Généralement, les modifications de l'odorat entraînent des modifications du goût et inversement, les modifications du goût vont avoir un impact sur l'odorat. Ça, c'est quelque chose qu'on sait, qu'on connaît bien et la pandémie, le Covid nous a en plus permis de nous habituer un peu à ces termes techniques qui sont associés au goût, à l'odorat. Donc, vous savez que les goûts qu'on apprenait à l'école, c'était le salé, le sucré, l'amer, l'acide. Depuis quelques années, un nouveau goût qui est apparu, c'est un goût qu'on appelle le goût savoureux, c'est l'umami. Pour ce qui est de l'odorat, décrire les odeurs est quelque chose d'un peu plus complexe parce qu'il n'y a pas cette classification un peu plus simple comme on le voit pour le goût. Et donc, associé à cet odorat et à ce goût, il peut y avoir des pathologies, des troubles. Alors, les troubles du goût, quand on a un goût qui va être diminué, on va parler d'hypogueusie. Quand on va avoir un goût qui va être modifié, on va parler de dysgueusie. Et quand on va avoir une abolition complète du goût, c'est ce qu'on appelle une agueusie. Donc, on a entendu souvent parler avec le Covid d'agueusie, c'est ce terme. Donc, il y a le gueusie qui représente le goût et puis le hypo, dys ou agueusie qui sont les préfixes qui permettent de caractériser l'étendue et le sens de cette pathologie du goût. Pour ce qui est de l'odorat, là aussi, finalement, la classification est aussi peut-être un peu plus complexe. On retrouve l'hyposmie, qui est un odorat qui va être diminué, l'anosmie, qui est l'abolition complète de l'odorat, mais on peut avoir également des parosmies. Alors, la parosmie, c'est une distorsion de l'odorat, donc ça correspond un peu, si on cherche à trouver un équivalent pour le goût, ça correspond un peu à la dysgueusie. Mais on a également la cacosmie, qui est le fait de sentir des mauvaises odeurs sans qu'elles soient réellement présentes, et la phantosmie, qui est le fait de sentir des odeurs fantômes.
les traitements du cancer peuvent effectivement avoir un impact sur le goût et l'odorat des patients. Alors, on pense assez naturellement à l'effet lié aux nausées et vomissements, qui va clairement avoir un effet sur le goût et l'odorat, mais en eux-mêmes, les traitements peuvent altérer les récepteurs, les cellules qui sont impliquées dans le goût et l'odorat. Cet effet des traitements, et on va commencer avec l'effet des chimiothérapies, il existe pour certaines chimiothérapies, qu'elles soient administrées par voie intraveineuse ou par voie orale, mais ce n'est pas le cas de toutes les chimiothérapies. Donc, il ne faut pas imaginer que tous les que tous les patients traités pour un cancer par une chimiothérapie ou par une thérapie orale vont présenter des troubles du goût. C'est assez variable. Alors, il y a des médicaments qui en donnent beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une liste de ces médicaments qui sont fortement pourvoyeurs de troubles du goût. Ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'essayer d'avoir une idée de qu'est-ce qui va être modifié. Ben, souvent, les patients nous décrivent une certaine amertume dans la bouche, une sensation diminuée du sucre, c'est-à-dire que ben, quand ils mangent des sucreries, quand ils mangent des desserts sucrés, ils vont moins ressentir cette sensation sucrée. Très souvent, avec la viande rouge, les patients peuvent expliquer ressentir un goût métallique dans la bouche. Certains aliments auront plutôt un goût rance ou un goût chimique. On voit qu'on a donc présent des dysgueusies, mais également des hypogueusies. On peut avoir dans certains cas une augmentation du goût de certains aliments. Et certains patients peuvent également avoir une sensation un peu particulière qui est la sensation de manger une masse assez gluante sans goût. En fait, ça s'explique par le fait que quand vous avez une abolition complète du goût, les aliments que vous allez mâcher, en fait, ne vont pas avoir la même sensation au niveau buccal. Alors certes, les chimiothérapies entraînent des modifications du goût, mais vous savez qu'il y a d'autres traitements qui peuvent être utilisés dans la prise en charge du cancer, et ces autres traitements peuvent là aussi entraîner certaines modifications. La radiothérapie, en particulier quand elle est faite au niveau de la sphère ORL, va avoir un impact car les cellules du goût et les cellules de l'odorat vont être détruites. Alors c'est principalement décrit par les patients sur les goûts salés et les goûts sucrés. Et puis la chirurgie, quand la chirurgie va toucher la sphère ORL des patients, ben, là aussi on va se retrouver dans une situation où c'est finalement assez mécanique, hein. Le geste chirurgical, le chirurgien va retirer une partie des organes de la sphère ORL, ce qui va là aussi entraîner des modifications du goût chez les patients. En termes de chronologie, ça peut être intéressant d'essayer de comprendre un peu quand est-ce que ça arrive, combien de temps ça dure. Ça arrive généralement dès les premiers jours du traitement, alors pas forcément la première journée, mais assez rapidement autour de la première journée. Et c'est un phénomène qui a tendance à disparaître après plusieurs semaines ou plusieurs mois après l'arrêt du traitement. D'un autre côté, chez certains patients, on retrouve aussi une disparition de ces troubles du goût et de l'odorat malgré la poursuite du traitement. Donc, c'est quelque chose qui est assez variable, qui touche les patients à des degrés là aussi assez variables. Alors, c'est quand même relativement important, hein. On évalue à entre 50 et 90% des patients qui vont avoir des troubles du goût ou des troubles de l'odorat, sachant que, bien entendu, ça ne sera pas forcément une abolition complète du goût chez tous nos patients. Un autre point important que je n'ai pas évoqué sur cette diapositive, je reviens sur cette notion de nausée et de vomissement. Ce qui arrive assez souvent aussi chez les patients, c'est que lorsqu'il y a des nausées et des vomissements à proximité de la chimiothérapie, les patients ont tendance à incorporer les odeurs, les goûts qu'ils ont pu avoir au moment de ces nausées et de ces vomissements et finalement de les ressentir comme ayant entraîné les nausées et les vomissements. Et donc, on va avoir des patients qui vont avoir des dégoûts pour certains goûts ou pour certaines odeurs liées à ces nausées et ces vomissements qui ont pu apparaître. Et les patients le décrivent bien en disant, voilà, moi, il y a certains aliments, je ne peux pas les manger parce que ça me rappelle l'hôpital, ou même tout simplement, quand je vais à l'hôpital, cette odeur est très désagréable et c'est l'association, en fait, qui est faite. Alors, il peut exister des facteurs de risque qui vont
augmenter le risque d'altération du goût et d'altération de l'odorat. Certaines chimiothérapies peuvent entraîner des aftes. Les aftes vont avoir un impact sur le goût, en particulier si les aftes s'infectent par le biais enfin, s'il y a des infections fongiques, ça peut augmenter le risque de modification du goût. La sécheresse buccale qu'on observe chez certains patients peut là aussi également entraîner une majoration du risque. Le tabac, une mauvaise hygiène bucco-dentaire et les nausées et vomissements, voilà, de manière assez classique, vont être des facteurs de risque d'altération du goût lors d'un traitement contre le cancer. La conséquence de ces altérations du goût, c'est quelque chose de très important dont nous parlera Sophie Bettin tout à l'heure, c'est la dénutrition. La dénutrition est un vrai problème chez les patients atteints de cancer. C'est quelque chose contre lequel on doit lutter et il est primordial chez nos patients d'essayer de corriger ces troubles du goût et de l'odorat, d'essayer de trouver des trucs et astuces qui permettent de limiter l'impact sur la dénutrition. Alors, comment les prendre en charge? On a assez facilement envie de se tourner vers de la phytothérapie ou des médecines naturelles comme des plantes ou de la tisane. Ça peut être une bonne idée. Ce qui est sûr, c'est que les tisanes vont faire un apport hydrique qui n'est pas forcément mauvais. En revanche, il faut faire attention à quelque chose. On parlait d'interaction médicamenteuse au début de cette intervention. Les plantes peuvent être à l'origine d'interactions médicamenteuses et il ne faut pas avoir l'idée préconçue qui est sous prétexte que c'est naturel, c'est sans danger. Maintenant, en fait, une plante peut être tout aussi dangereuse qu'un médicament, un produit chimique. Et en plus, une plante peut très bien avoir une interaction sur le traitement, ce qui pourrait augmenter les toxicités du traitement ou au contraire diminuer son efficacité. On peut imaginer que certains régimes alimentaires particuliers pourraient permettre là aussi de déjà aider à prendre en charge la maladie et puis limiter l'impact sur le goût. Ben, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, malgré ce qu'on peut lire sur certains sites internet, il n'y a pas d'impact démontré des régimes alimentaires sur la maladie cancéreuse en elle-même. Et en plus, ces régimes alimentaires, et je prends l'exemple d'un régime pauvre en sucre, risquent d'aggraver la dénutrition et donc risquent de limiter les capacités de l'organisme à supporter la chimio et à lutter contre la maladie. Le point à retenir, c'est que finalement, il n'y a pas de produit miracle pour prendre en charge ces troubles du goût et de l'odorat. Et il n'y a pas de produit miracle pour optimiser la nutrition chez nos patients. Ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation plaisir. Là aussi, Sophie reviendra dessus, de bien s'hydrater et un point très important, c'est également d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pour limiter le risque d'infection, limiter le risque d'aftes qui auront un impact assez important sur l'alimentation. Je vous remercie de votre attention et je vous repasse la parole. Merci beaucoup, professeur Schmitt. Alors, on a quelques questions, notamment sur les interactions alors notamment de Hélène. Donc, Hélène demande si les huiles essentielles peuvent avoir une interaction avec la chimiothérapie. Et du coup, je vais quand même la doubler d'une question de Roselyne sur le pamplemousse. Est-ce que le pamplemousse et les huiles essentielles peuvent avoir des interactions avec les traitements médicamenteux? Alors, pour ce qui est des huiles essentielles, si les huiles essentielles sont utilisées par voie cutanée, sur des surfaces cutanées relativement limitées, le risque d'interaction avec les traitements de chimiothérapie, que ce soit intraveineux ou par voie orale, est quasiment inexistant. Les huiles essentielles, quand elles commencent à être consommées par voie orale, peuvent effectivement entraîner des interactions avec les traitements médicamenteux de manière globale, hein. C'est le cas pour les traitements contre le cancer, mais également pour certains traitements antidiabétiques, pour certains traitements contre l'hypertension. Le problème, c'est que finalement, ce risque d'interaction, il va être variable en fonction
du traitement, des médicaments que va prendre la patiente et également en fonction des huiles essentielles que va prendre la patiente. Certaines huiles peuvent être à risque d'interaction, d'autres huiles ne le seront pas. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une liste d'huiles essentielles qui seraient sans risque d'interaction ou d'huiles essentielles à risque d'interaction parce que ça sera très très différent en fonction des traitements reçus. Et là-dessus, je peux que vous encourager, qu'encourager les patients ou d'ailleurs les aidants également, quand vous avez des questions. Moi, ça ne me paraît pas illogique de vouloir tester de la phytothérapie, de vouloir tester un traitement par huile essentielle. Ça peut tout à fait permettre d'améliorer la prise en charge du patient dans certaines situations. En revanche, avant d'aller acheter les produits, discutez-en avec un pharmacien, si possible un pharmacien spécialisé en oncologie, qui sera à même de vous expliquer si avec votre traitement, c'est une option possible ou non. Pour ce qui est du pamplemousse, alors pamplemousse sous forme de jus ou pamplemousse sous forme de fruits, il peut là aussi y avoir un risque d'interaction. Cette interaction, comme pour les huiles essentielles, elle va exister pour certains traitements. Pour d'autres traitements, il y aura absolument aucun problème. Donc, ça va être assez variable. Un point important, on conseille d'éviter le pamplemousse dans certains documents. Vous avez une espèce d'interdiction formelle autour du pamplemousse et on a l'impression que juste le fait d'approcher un pamplemousse pourrait être à risque pour les patients. Non, globalement, si vous avez un traitement pour lequel on vous a dit qu'il fallait pas consommer de pamplemousse et que un jour dans un dessert, il y a une tranche de pamplemousse sur votre dessert, c'est pas ça qui va entraîner un risque majeur d'inefficacité ou de toxicité de votre médicament. Globalement, c'est la consommation régulière en quantité relativement importante de pamplemousse qui peut être à risque. Alors, un point de détail, mais c'est des questions que j'ai déjà eues en consultation. Les médicaments ou je sais pas, les bonbons, pourquoi pas, goût pamplemousse, à partir du moment où c'est un goût qui est chimique, bah, il n'y a aucun problème et ça peut être consommé sans aucun souci. Parfait, merci beaucoup. Alors, la question, est-ce que il y aurait quand même des ressources, des endroits où on pourrait trouver des informations sur ces interactions ou sur différentes choses à vraiment éviter, des choses qui soient fiables et expertisées? Pas, voilà, pour pas que les informations qu'on trouve parfois sur les réseaux ne sont pas complètement fiables. Alors, la difficulté de ces interactions, c'est qu'en fait, pour pouvoir dire que le thym interagit avec un traitement X ou un traitement Y, moi, pharmacien, il va falloir que j'ai un essai clinique qui a été conduit, qui me montre que dans un groupe de patients qui reçoit du thym versus un groupe de patients qui ne reçoit pas de thym, il y a une toxicité qui est plus importante dans le groupe de patients qui a reçu du thym. Or, ça, c'est quelque chose qui n'est que très rarement fait, ce qui veut dire que des sources fiables, on n'en a pas forcément beaucoup. En fait, c'est de l'interprétation de données, alors je vais utiliser des termes un peu scientifiques, mais de données pharmacocinétiques, c'est-à-dire comment le médicament est pris en charge par l'organisme. Et c'est l'interprétation de ces données qui permet d'avoir une idée du risque potentiel qui peut y avoir à associer une plante avec un médicament. L'autre point important qu'il faut souligner et qui rend ces études finalement un peu compliquées, c'est que quand vous avez un comprimé à 1 gramme de paracétamol, vous savez très bien que dans votre comprimé, il y a 1 gramme de paracétamol. Quand vous avez une tisane au thym, vous ne savez pas quelle quantité de molécules actives vous avez dans votre tisane, parce qu'à la rigueur, si c'est une tisane du commerce dans des petits sachets, vous avez au moins le poids, la quantité de thym qui a été mis dans la tisane. Si c'est du thym du jardin, d'une fois à l'autre, vous n'allez pas forcément mettre exactement la même quantité de thym. Et puis, à l'intérieur de votre plante, vous aurez, en fait, c'est pas le thym en lui-même qui va être problématique, ça va être des molécules actives à l'intérieur du thym. Et en fonction des
plante, vous n'aurez pas forcément tout à fait la même quantité de molécules actives par gramme de plante. Donc, ça complique vraiment beaucoup l'analyse, ce qui fait que c'est une demande que nous, pharmaciens, on a régulièrement de la part des médecins, de la part des patients, mais il n'existe pas réellement de source facile, complète et 100% fiable sur ces risques d'interaction. Après, si on commence à aller sur des sites un peu spécialisés comme le site de l'AFSOS, qui est l'Association française des soins de support, on peut avoir accès à certains documents qui peuvent déjà être une aide, mais il faut avoir certaines capacités à les décrypter. Parfait, merci beaucoup. On va mettre le lien de l'AFSOS sur le chat. Alors, on va vous prendre juste une dernière question sur tout ce qui est sucre, puisque vous avez parlé des régimes, et on a bien compris que pour tout ce qui était interaction médicamenteuse ou interaction plutôt alimentaire, il fallait surtout en parler à son médecin avant de tester quoi que ce soit. Pour ce qui est du sucre, 2 questions. La première est, quand vous parlez de pauvre en sucre, vous parlez des glucides en général ou du sucre à proprement parler. La personne, donc Nathalie, elle a développé une phobie alimentaire avec le sucre rapide. Et Véronique, elle dit, on entend qu'en mangeant du sucre, on alimente le cancer. Est-ce vrai? Alors, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Très certainement, en mangeant du sucre, les cellules cancéreuses ont besoin, entre autres, de sucre pour se multiplier. Mais finalement, une cellule cancéreuse, elle a aussi besoin de lipides, elle a aussi besoin d'acides aminés, donc de protéines. Donc, finalement, en fait, à partir du moment où on mange, potentiellement, ça va apporter de l'énergie, ça va apporter des constituants à la maladie. Mais en fait, quand on réfléchit comme ça, on réfléchit de manière très dichotomique, qui est j'ai la maladie d'un côté et j'ai mon organisme de l'autre côté. Sauf qu'en fait, si vous décidez d'avoir un régime sans sucre, sucre rapide, sucre lent, peu importe, ce qui va se passer, c'est que votre organisme aussi, il a besoin de sucre. Vos cellules immunitaires qui vont être là pour lutter contre la maladie, elles ont besoin de sucre. Vos organes qui sont là pour éliminer le médicament pour éviter qu'il soit trop toxique, elles ont également besoin d'avoir du sucre. Et donc, en privant l'organisme de sucre, potentiellement, on peut peut-être affamer la tumeur, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va affaiblir de manière globale l'organisme et que les patients qui ont ce type de régime sont souvent des patients qui supportent moins bien les chimiothérapies. Pour ce qui est de la première question, l'exemple qui est souvent donné, et c'est pour ça que j'en faisais référence et ça a été évoqué dans la deuxième question, c'est éviter tout ce qui est enfin les patients pensent qu'il faut éviter tout ce qui est sucre rapide pour ne pas nourrir la tumeur. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'apporter du sucre à l'organisme, que ça soit sous la forme de sucre rapide ou de sucre lent. Sophie pourra confirmer ou au contraire infirmer, hein, mais globalement, ce qui est important, c'est qu'il y ait du sucre qui soit apporté à l'organisme. Merci beaucoup. Alors, en parlant de sucre et d'alimentation équilibrée, on va aller faire un petit tour en cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Donc, le tigre qui pleure. Un tigre qui pleure. Ludovic est en train de couper la viande et moi, je prépare la marinade pour la viande. Du coup, dans ce saladier, on a mélangé 2 cuillères à soupe de sauce huître avec 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de cognac, 2 cuillères à soupe d'huile d'arachide avec 2 gousses d'ail et la moitié d'une cuillère à café de poivre. Et on a un beau liant pour pouvoir mettre la viande dedans. Maintenant. Génial. Tout ça. Super. Bon, on vous laisse cuisiner et nous, on va repasser, on va donner la parole à Sophie
Bétain. Donc, Sophie, bonsoir. Vous êtes diététicienne, nutritionniste et responsable du service diététique au sein du département transversal des soins de support du centre Georges-François Leclerc et vous êtes en contact direct avec les patients auprès desquels vous donnez de nombreux conseils diététiques. Donc, on va vous laisser la parole. Merci beaucoup d'être avec nous, Sophie, ce soir. Voilà, on est content de vous accueillir en fait au sein du CGFL. Donc, on peut démarrer la présentation. Donc, voilà, cette première présentation, je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi il est important de maintenir une alimentation équilibrée pendant les traitements. Donc, on sait que l'accompagnement nutritionnel occupe une large place dans les soutiens qui sont nécessaires lors des traitements contre le cancer. C'est un sujet qui est largement médiatisé. Je pense que Clémentine reviendra dessus tout à l'heure. Chacun y allant de son petit grain de sel et il n'est pas effectivement toujours évident de s'y retrouver dans tous les messages qui sont véhiculés. Donc, l'idée de cette présentation, c'est vraiment de vous faire percevoir les risques d'une alimentation, déséquilibrée ou qui ne couvre plus vos besoins nutritionnels. Alors, je ne sais pas si vous voyez la présentation parce que moi, je me vois seulement à l'écran. Est-ce que la présentation est lancée ou pas? Alors, on va vous mettre la présentation immédiatement. Voilà, donc je l'ai intitulé Garder le goût de s'alimenter. Donc tout d'abord, en fait, je voudrais revenir avec vous sur ce qu'est une alimentation équilibrée. À la base, ce qu'est une alimentation équilibrée, c'est une alimentation qui couvre les différents besoins nutritionnels de l'organisme en termes de glucides, lipides, protéines, minéraux, vitamines, fibres et aussi l'hydratation. Elle permet en fait à notre corps de bien fonctionner. Et du coup, Santé publique France en fait émet régulièrement des recommandations. Les dernières recommandations sont celles du Programme national de nutrition santé numéro 4. Vous en connaissez certains grands messages, de la viande, du poisson, des œufs 1 à 2 fois par jour, les céréales de préférence complètes à chaque repas, 2 à 3 produits laitiers par jour, l'hydratation 1,5 litre par jour d'eau. Voilà. Après, ce qu'on sait, c'est que la maladie cancéreuse, c'est quand même un grand bouleversement dans la vie et que se nourrir correctement en suivant ces repères nationaux peut devenir très difficile mais ça reste en fait indispensable pour éviter que la dénutrition en fait ne s'invite à table. Alors, qu'est-ce que c'est que la dénutrition? Pour faire simple, c'est un déficit en énergie et en protéines de l'organisme. Pourquoi est-ce qu'on se dénutrit au cours de la maladie? C'est parce qu'en fait, la maladie, elle crée une dysrégulation du métabolisme parce qu'elle est très consommatrice d'énergie et aussi, on a en fait la localisation de la maladie qui, par exemple, peut se situer sur le tractus digestif et qui peut du coup perturber la digestion et l'absorption des aliments. On sait aussi que les traitements, leurs effets secondaires peuvent être la cause de cette dénutrition. Donc, parmi les effets secondaires, on en a cité certains, les troubles du goût, il y a aussi les problèmes de douleur, les nausées, les vomissements, la fatigue, la baisse de morale qui peuvent être des causes en fait de dénutrition. Alors, est-ce que ça arrive souvent? Est-ce que c'est grave? Alors, on sait, l'étude NutriCancer 2 qui a été menée en 2014 en fait dans différents établissements de santé en France et dans des services d'oncologie, a montré en fait que 40% des patients au cours d'un traitement atteints de cancer étaient dénutris. Et si on fait un focus sur les patientes atteintes de cancer du sein, on est de l'ordre de 21% de patients dénutris. Certaines études montrent aussi, vont sur des tendances qui sont plus, un peu plus hautes, de l'ordre de 30%. Donc cette dénutrition, elle a un impact négatif sur les muscles, sur l'immunité, sur la tolérance au traitement, la cicatrisation et la qualité de vie. Alors, je vais essayer de vous dire ça un petit peu plus positivement pour pas être alarmiste. Donc, l'idée, c'est de garder un bon état nutritionnel pendant les traitements pour préserver sa masse musculaire et être moins fatigué, pour éviter les infections, pour en fait vous voir administrer votre chimiothérapie en temps et en heure, pour aussi mieux récupérer après une chirurgie lourde et pour maintenir le plus possible une activité normale pendant les traitements. Alors, quand est-ce que vous devez vous inquiéter?
Finalement, l'indicateur, on va dire l'indicateur de taille, c'est un petit peu le slogan d'il y a 1 ou 2 ans en arrière de la semaine de lutte contre la dénutrition. Donc, l'indicateur de taille, en fait, ça reste la surveillance de votre poids. Donc, on parle de dénutrition quand on perd plus de 5% de son poids en 1 mois ou 10% de son poids en 6 mois. Une personne de 60 kg qui perd 3 kg en 1 mois, elle a un risque nutritionnel. Une personne de 60 kg qui perd 6 kg en 6 mois, elle a un risque de dénutrition. L'évaluation en fait de votre appétit peut aussi être un bon indicateur de cette dénutrition. Et on sait que si vous consommez en fait moins de 2/3 de vos portions habituelles pendant plus d'1 semaine, il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin, à un diététicien, parce que plus la prise en charge de cette dénutrition va être précoce et moins les conséquences en fait seront importantes. Et si ces recommandations, elles ne permettent pas, les recommandations nutritionnelles du Programme national de nutrition santé ne permettent pas en fait toujours d'avoir un poids stable, c'est pas très grave, on va essayer de booster son alimentation autrement. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on commence par déculpabiliser, c'est pas grave, on dit stop aux règles des 3 repas par jour, à la bonne répartition des aliments et on essaye de se faire plaisir. Et si on a envie de manger, même si ce n'est pas l'heure de manger, ben, on mange quand même. Voilà, on essaye de manger efficacement aussi, on ne limite pas les sources de sucre, les sources de matières grasses. On peut favoriser les féculents au lieu de manger des légumes verts, préparer des plats plus énergétiques comme des quiches, des flancs de légumes, des gratins, voilà, qui peuvent être consommés aussi bien chauds que froids à toute heure de la journée. On peut aussi enrichir les préparations avec de la crème, du beurre, du fromage. Les préparations sucrées, on va plus mettre du lait concentré, va remplacer le lait par du lait concentré, rajouter du lait en poudre éventuellement, des fruits secs, des fruits oléagineux comme les noix, les amandes, les noisettes. Sur les desserts, on peut rajouter du muesli, de la crème de marron, enfin de la confiture. Sur les glaces, il ne faut pas hésiter à, voilà, si on aime ça, à rajouter de la crème chantilly, c'est pas un problème. En fait, chaque cuillère de plus dans vos préparations en fait, va permettre de rehausser en fait, l'apport calorique des préparations. L'idée, c'est aussi de s'interroger en fait, à chaque fois qu'on cuisine, de s'interroger sur ce qu'on pourrait ajouter en plus pour rendre en fait, le plat plus énergétique. Ensuite, ce qu'on peut faire et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de manger des protéines. C'est souvent le premier aliment en fait, qu'on élimine en fait, de ces repas quand ça ne va pas. Mais c'est important de manger de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, du fromage, mais aussi des légumes secs comme des lentilles, des fèves, des haricots rouges ou blancs. Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, indispensable. Et si demain, vous devez choisir entre une préparation à la viande et des légumes, eh ben, vaut mieux, voilà, je vous dirais d'aller sur la préparation de viande plutôt que sur les légumes. Donc voilà, donc pour enrichir aussi en protéines, on va plutôt utiliser des œufs, du fromage ou de la poudre de lait, c'est ce qui va plus apporter de protéines dans l'enrichissement. Après, on pense aussi à fractionner ces repas toutes les 2 heures. On fait un goûter à 10 heures, on fait un goûter à 16 heures, que ce soit des encas qui soient salés ou sucrés. L'important, c'est de manger ce que vous aimez. Alors, il faut savoir qu'on mange aussi avec les yeux, donc préparer des jolies assiettes ou des jolies verrines qu'on peut déguster tout au long de la journée, aller piocher dans le frigo, ça peut être aussi important. Et voilà, ne pas manger seul, manger accompagné, c'est important aussi pour stimuler l'appétit. Et puis, le top du top, c'est d'avoir un aidant à côté de soi qui va préparer tout ça à notre place. Donc finalement, concrètement, qu'est-ce que ça peut donner? Donc là, je vous ai mis en fait des petites idées d'enrichissement. Donc on part d'une purée classique qui va faire à peu près, sur la portion 100 calories avec 2 grammes de protéines. Et puis en fait, si on va rajouter un petit carré de beurre, voilà, 10 grammes de beurre, on va rajouter 75 calories à sa purée. Si on rajoute une cuillère à soupe de crème fraîche, on va être de l'ordre de 30 calories.
Si on rajoute un œuf, on va rajouter et des calories et des protéines à hauteur de 6 grammes de protéines. Pour le fromage râpé, l'emmental râpé, voilà, nous, on est plus dans le pays du comté, donc on va rajouter 8 grammes de protéines avec une trentaine de grammes de comté. Pareil, on peut mouliner une petite tranche de jambon, rajouter de la poudre de lait, voilà. Et donc aujourd'hui, en fait, voilà, les cuisiniers en fait vont vous préparer donc tout à l'heure cette barre chocolatée en fait cette barre chocolatée à la noix de coco en fait qui va être plutôt un encas sucré à grignoter en fait tout au long de la journée. Donc il y a plein de recettes faciles qu'on peut mettre en œuvre. Par exemple, on peut aussi préparer en fait une petite préparation de dessert avec du mascarpone qu'on va en fait sucrer avec un petit peu de lait concentré, dans lequel on peut rajouter des fruits coupés de saison et on peut l'accompagner d'un petit granola aux céréales ou alors de petits sablés bretons pour enrichir tout ça. Voilà un petit peu voilà, des petites idées pour vous aider à lutter contre ces problématiques de dénutrition. Voilà. Merci de votre attention. Mon micro était fermé. Merci beaucoup, Sophie. Donc, s'il faut retenir des choses, alimentation variée, se faire plaisir, ne pas culpabiliser. Et alors, moi j'ai 2 questions. Chez certaines patientes, il y a une prise de poids à l'inverse. Donc, quels pourraient être vos conseils pour ces patientes? C'est plutôt une prise de poids post-traitement, c'est-à-dire des patientes qui se plaignent d'avoir perdu beaucoup de poids et au moment où elles finissent leur traitement et qu'elles recommencent à manger normalement, là, elles reprennent 15 kilos alors qu'elles en ont perdu 10. Donc, beaucoup d'interrogations pour les femmes, ce qui est normal. Oui, après, bon, la prise de poids, souvent, c'est des patientes qui ont en plus une hormonothérapie, je pense, par rapport à la question que vous me posez. Donc, on sait qu'effectivement, l'hormonothérapie entraîne une prise de poids. Les consignes, c'est vraiment à ce moment-là de suivre les repères du Programme national de nutrition santé et de vraiment rester dans ces repères-là pour éviter de prendre encore plus de poids. Après, l'activité physique est aussi importante à ce moment-là. Voilà. Si vraiment la prise de poids est difficile à vivre, moi, je vous orienterai vers une prise en charge diététique qui sera aussi, qui devra être couplée en fait à certainement une prise en charge un petit peu psychologique avec, voilà, là en ce moment on a beaucoup de tendance sur de l'accompagnement l'accompagnement diététique couplé en fait à des méthodes de prise de pleine conscience. Je pense que c'est vraiment des méthodes en fait qui peuvent accompagner les patientes tout au long de cette problématique de prise de poids. Merci beaucoup. Voilà. Par rapport à ça, juste par rapport à ça, je vais rebondir là-dessus comme ça. Il existe en fait au niveau national un réseau qui s'appelle Oncodiète. Donc, c'est des diététiciennes libérales qui sont formées en fait à la prise en charge nutritionnelle en cancérologie. On a un petit peu partout dans toute la France. Vous trouvez en fait l'annuaire de ces diététiciennes sur le site de la SFNCM, la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme. Voilà, donc en fait le réseau, en fait l'intercomité de liaison alimentation santé alimentation nutrition des centres de lutte contre le cancer en fait voilà a développé un partenariat avec des diététiciennes en libéral pour pouvoir en fait accompagner les patientes au plus proche de leur domicile. On sait que les centres de lutte contre le cancer sont souvent, les centres peuvent être les gros centres experts peuvent être loin des domiciles des patientes et l'idée en fait c'est de former des diététiciennes à proximité aussi des lieux de vie des patientes. Voilà. Donc il y a voilà, toutes les personnes qui sont les diététiciennes qui sont affiliées à ce réseau ont des compétences et de la formation sur la prise en charge nutritionnelle en cancérologie. Voilà. Super, merci beaucoup. Et on va faire un petit tour en cuisine puisque... Et on a une autre question, Oriane. On a eu une levée de bouclier quand on a commencé à donner la recette du tigre qui pleure. Oui. Je pense que ça fait partie des idées reçues qui ont la dent dure. La sauce soja, éclairez-nous.
Alors là, pour le coup, c'est moi qui vais qui vais répondre à cette question parce que effectivement, quand j'ai été voir Jennifer et qu'on a discuté ensemble sur cette recette, la première chose qu'elle m'a dit, ah mais moi, j'ai pas le droit de manger de la sauce soja. Alors effectivement, il y a des choses, la littérature et en fait le réseau NACRE, en fait, donc c'est un réseau là plutôt de médecins nutritionnistes qui travaillent sur toutes ces questions en fait de nutrition et cancer. Ils ont fait différents petits guides en fait, et il y en a un sur le soja par rapport à l'apport en isoflavone. Donc en fait, les recommandations pour la population en général sont de l'ordre en fait de 1 mg d'isoflavone par jour, 1 mg par kilo de poids par jour pour chaque personne. Donc, il n'y a pas de. L'idée, c'est de ne pas dépasser cette dose. Dans la sauce soja, on est dans des conditions, dans des quantités qui sont infimes par rapport effectivement à un yaourt au soja qui va être de l'ordre de 17 mg pour le pot de yaourt ou 20 mg pour le steak de soja. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à consommer de la sauce soja. Là, c'est une cuillère à soupe, il y a vraiment, c'est infime. C'est infinitésimal. Et puis, si je peux me permettre de rajouter un petit élément, en fait, les isoflavones dont parlait Sophie, c'est ce qu'on appelle des phytoœstrogènes. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que, en fait, il n'y a que certains cancers du sein, c'est pas tous les cancers du sein, c'est que certains cancers du sein qui sont ce qu'on appelle des cancers du sein hormonodépendants qui pourraient se retrouver stimulés par cette consommation de phytoœstrogènes. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres pathologies cancéreuses pour lesquelles la consommation de soja, finalement, en quantité raisonnable, n'est pas problématique parce qu'elle ne va pas stimuler la maladie. Merci beaucoup de ce complément d'information. Alors maintenant, on va pouvoir aller voir la recette. Jennifer? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, Jennifer, il faut quand même vous dire qu'elle est. Moi, j'adore parce que c'est une ancienne prof de Zumba, c'est ça? Vous adorez la Zumba, vous êtes globe-trotteuse. Voilà. C'est ça? J'ai beaucoup dansé et des fois, je remplaçais ma prof qui ne pouvait pas le faire. Du coup. Voilà. Bon, génial. Et là, aujourd'hui, vous faites un atelier cuisine. On va apprendre des nouvelles recettes. Alors, qu'est-ce que vous faites de bon? Alors, du coup, on fait une barre chocolatée avec de la noix de coco. On est venu prendre de la coco râpée. On est venu prendre 250 g de noix de coco râpée. On l'a mélangé avec 225 ml de lait concentré, soit les petits berlingots lait concentré, avec une pincée de sel, une grosse pincée de sel, 25 g de crème fraîche, crème entière. Et donc ça, on est venu déjà le mélanger tous ensemble pour pouvoir faire une sorte de pâte qu'on est venu étaler en rectangle pour pouvoir faire 16 parts. Donc on a coupé en deux, plus après en plusieurs parties. À savoir qu'une fois que le mélange est fait et étalé sur du coup papier cuisson, il faut les laisser reposer entre 4 et 5 heures dans le frigo. Donc là, une nuit. Et on est venu en fait refaire la préparation. Et celle que j'ai préparée est partie dans le frigo et on a pris celle qui a été faite pour pouvoir faire les barres chocolatées. Maintenant, une fois qu'on a coupé, on vient prendre la barre chocolatée, on vient la retourner, on la met dans le chocolat qu'on a fondu. Donc c'est l'équivalent de 200 grammes avec 2 cuillères à soupe d'huile, c'est ça? Donc on vient la plonger dans le chocolat fondu. On vient retourner la barre pour qu'il y en ait bien partout. On secoue pour enlever le surplus. On vient faire un petit geste délicat et assez sympa avant de remettre sur une autre plaque et laisser saisir le chocolat. On remet au frigo pendant une heure. Et on remet au frigo pendant une heure, comme dit Paty. Super, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Et alors, les fiches recettes seront affichées en plein écran tout à l'heure et vous aurez toutes les infos sur ces bonnes recettes. On vous laisse à tout à l'heure pour la suite des opérations. Merci. Alors,
On va retrouver maintenant un duo, donc le professeur Hugo Gentiane et Madame Bettine Sophie, qui vont. Alors, professeur Hugo Gentiane, vous êtes professeur des universités en sciences de l'information et de la communication, et je pense que ça va être très utile quand on voit tout ce qu'on entend dans les médias, etc. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire Cimeos, et où vous coordonnez la recherche sur l'alimentation, la gastronomie, et vous travaillez notamment sur tout ce qui est question de médiatisation et de médiation, tous les enjeux contemporains donc liés à l'alimentation. On va vous laisser la parole. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup, très ravie d'être là. Est-ce qu'il est possible de me partager les slides, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été un projet de recherche qui s'est inscrit donc dans le cadre d'un projet ANR. Donc, un projet ANR, c'est un projet porté par l'Agence nationale de la recherche sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, ce projet s'appelle le projet ALIMS, Alimentation et lutte contre les inégalités en milieu de santé. Donc, on avait plusieurs partenaires au sein de ce projet. Donc, j'en ai été la coordinatrice scientifique et l'un des partenaires privilégiés, c'était le Centre Leclerc, avec qui on a mené beaucoup d'enquêtes de terrain et qui nous a ouvert chaleureusement ses portes pour qu'on travaille ensemble sur les enjeux de discours circulant autour de l'alimentation cancer, tout ce qui est enjeu de représentation, parce que bien évidemment, les discours dans lesquels nous sommes plongés, qui nous environnent, ont ensuite un impact sur les représentations que nous avons de ce qui est de manger sain ou malsain, par exemple, et bien évidemment, les pratiques alimentaires qu'on peut mettre en place derrière. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que le professeur Schmitt a souligné, mais aujourd'hui, on sait que les patients atteints de cancer et en traitement rencontrent des difficultés diverses et variées, liées soit au traitement, soit à la maladie. Donc ça, c'est des enjeux plutôt physiologiques. Nous, ce qui nous a intéressés ici, en tout cas ce qui m'a intéressé, c'était les impacts sociaux de l'alimentation et notamment en lien avec les discours mis en circulation. Alors, il y a déjà eu des travaux qui ont été portés là-dessus, beaucoup au Canada notamment, qui soulignent, alors là je vous ai mis un verbatim, l'alimentation est devenue à la fois un grand espoir pour la prévention des cancers, voire pour leur traitement, et à la fois une grande source d'inquiétude sur ces risques cancérigènes. C'est aujourd'hui toute la complexité qu'il y a dans les discours qui circulent autour de notre alimentation, c'est qu'on a déjà une pluralité de discours, donc ce qu'on appelle une cacophonie, on a des choses diverses et variées qui circulent. On a d'un côté effectivement des éléments qui nous sont présentés comme favorables pour prévenir le cancer, voire pour le guérir. Et on a également tous les discours sur ce qu'il ne faut pas consommer pour ne pas attraper, pour ne pas avoir de cancer. Aujourd'hui, la complexité, c'est que tous ces discours sont parfois mis au même niveau et que c'est complexe de savoir à quoi se référer véritablement. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui d'avoir une meilleure compréhension des discours qui circulent autour de l'alimentation, cancer et des enjeux donc, sur les représentations et les pratiques qui sont liées. Dans l'enquête de terrain qu'on a menée avec le Centre Leclerc, au final, on a à peu près interviewé un peu plus de 100 patients, entre 100 et 110 patients. Il s'est avéré que une des premières actions qui est faite, c'est bien évidemment de se dire où est-ce que je peux agir et où est-ce qu'on peut agir. Alors, ce n'est pas sur son traitement, où est-ce qu'on peut agir, c'est par exemple sur son hygiène de vie et notamment sur son alimentation. Et donc, souvent, il y a une recherche d'informations accrue au moment du diagnostic où on va essayer, puis après, lorsqu'on va avoir des problèmes physiologiques, on va essayer d'adapter son alimentation et là, on va tomber sur des sources diverses et variées. Et c'est là où c'est important d'essayer de comprendre les enjeux de cette circulation d'informations. On avait mené une enquête sur plusieurs supports. Un premier support, c'était sur un ensemble de corpus qui regroupait donc, des magazines féminins, des magazines généralistes et des sites spécialisés en santé. Donc, on avait analysé 90 articles et ce que l'on voyait, c'est que l'information scientifique, malheureusement, était parfois complètement désensualisée,
Et on l'a vidé totalement de son sens, en fait, pour en faire quelque chose de très caricatural. La question du sucre est beaucoup arrivée. Ici, on en a beaucoup parlé depuis le début. Alors ça, nous, dans ce corpus-là, on l'a vu. On avait par exemple des sites comme Médicite qui disaient le sucre aurait potentiellement des effets sur le cancer. Donc là, il y avait encore l'emploi du conditionnel. Mais on avait aussi, notamment dans des magazines féminins, qui disaient attention, arrêtez le sucre, ça favorise le cancer. Donc, on voit qu'une étude qui était ici utilisée, parce qu'à chaque fois, elle citait l'étude, on voyait que la manière dont était traitée l'étude dans les journaux n'était pas du tout la même, qu'on avait parfois des choses très injonctives de prise de conscience, attention, il faut arrêter le sucre, et ça a été quelque chose de très fort ces dernières années, autour de la diabolisation du sucre. Et puis aujourd'hui, on est sur la diabolisation du glucose dans son ensemble, avec la gestion de ses pics glycémiques, etc. Et on a quand même un sillon qui est un peu dangereux ici, qui est en train de se creuser. La deuxième chose que l'on a regardée, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'informations qui circulent. Alors, c'est extrêmement intéressant, les réseaux sociaux, parce que c'est une source d'émancipation potentielle. C'est aussi un lieu de reproduction des injonctions. Et une des problématiques des réseaux sociaux, c'est qui est l'expert? Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir son compte. Le problème de l'alimentation aussi, c'est que finalement, nous sommes toutes et tous experts. Tous les jours, nous expérimentons l'alimentation, nous avons une expertise expérientielle. On la teste, on essaie des choses, il y a des choses qui nous conviennent, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. C'est pareil pour les régimes, il y a des choses qui vont nous convenir, des choses qui ne vont pas nous convenir, etc. Le problème qu'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est que des personnes font des sites, font des pages complètes sur le régime qu'elles suivent et en font une valeur d'exemple, un modèle, sauf que ça repose sur une donnée, leur propre donnée. Et ça, on ne peut pas le multiplier à l'envi. Donc, c'est la problématique que l'on a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des discours qui sont intéressants. Il y a aussi beaucoup de pédagogie qui est faite, où ça permet le partage d'expérience, ça permet de pouvoir ensemble trouver des trucs et astuces, mais la problématique actuelle, c'est que tout le monde est mis au même niveau. Alors tout ça, ce n'est pas neutre, tous ces discours environnants, parce que, il y a plusieurs choses qui vont guider nos choix alimentaires. Il y a bien évidemment ce qu'on aime, il y a la famille dans laquelle on évolue et puis on sait aujourd'hui que ce niveau que je vous ai entouré en orange s'appelle le niveau mésosphérique. C'est tous les discours qui circulent dans l'espace public et médiatique et ça bien évidemment que ça a une incidence sur nos représentations alimentaires, sur notre imaginaire alimentaire et sur ce que l'on va consommer ou pas. Alors, on a essayé de comprendre ces représentations de l'alimentation. On a conduit une enquête auprès de 60 patientes ici. Donc, c'était essentiellement des patientes atteintes de cancer du sein. Et on faisait ce qu'on appelle une tâche de tri libre. Une tâche de tri libre, c'est qu'on leur donnait 30 aliments qu'on avait sélectionnés au préalable et on leur demandait de les trier et ensuite de nous expliquer le tri qui avait été fait. Certaines triaient par exemple par typologie d'aliments, ça c'est des glucides, des lipides, etc. D'autres nous disaient je le consomme le matin, je le consomme le soir. D'autres nous disaient j'aime, je n'aime pas. On était sur des échelles hédoniques. Mais c'est ce qui revenait le plus souvent, c'était un classement entre sain et malsain. Là, je vous ai mis une petite image. Donc d'un côté, ce qui est bon pour la santé, de l'autre, ce qui est à éviter, et d'autres à consommer modérément. Donc on voit qu'il y a une classification qui s'opère ici, avec des aliments qui sont de fait exclus. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait pratiquement la moitié des personnes que l'on a interrogées qui opéraient des modifications alimentaires, donc soit qui ajoutaient, soit qui supprimaient des aliments. Et ça, ces stratégies d'éviction ou d'adjonction, elles étaient opérées selon 2 déterminants principaux. Le premier, c'était tout ce qui était aversion, gêne, dégoût, donc les troubles que l'on peut rencontrer. Et la deuxième, c'était tout ce qui était idée préconçue autour des méfaits ou bénéfices supposés. Donc tout à l'heure, on parlait du pamplemousse. Donc ici, on avait une personne qui disait, il paraît que c'est du poison. Ou quelqu'un qui me parlait du vin et de ses vertus. On m'a dit que ça pouvait donner du fer, un peu le vin, et qui m'expliquait donc du coup consommer du vin tous les jours. Donc, on voit bien qu'en fonction des bénéfices que l'on suppose ou des méfaits que l'on suppose, ça va avoir un effet, évidemment, sur ce que l'on va consommer, d'où l'intérêt aussi de pouvoir confronter ces sources, de pouvoir en parler dans le cadre d'un suivi diététique et de ne pas forcément le faire seul dans son coin, mais de pouvoir échanger sur ces éléments-là.
Ce qu'on a voulu faire avec le Centre Leclerc et donc le tigre qui pleure qui est en train d'être fait, c'était une recette qu'on avait fait dans le cadre d'un programme d'atelier culinaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué de lutter contre les idées reçues dans la mesure où il y a beaucoup de discours qui circulent. On a parlé du programme national de nutrition santé, il y a les industries agroalimentaires, il y a les influenceurs, il y a les chefs, il y a tout un tas de personnes qui nous parlent. Et donc, on s'est dit, on va travailler à faire un programme de cuisine. Donc, on avait trucs et astuces pour endiguer les troubles sensoriels, l'enrichissement et cuisiner sans se fatiguer en prenant en compte donc, les contraintes qui peuvent être rencontrées pendant le traitement et la maladie. Et donc, l'idée, c'était de déconstruire ensemble aussi les idées reçues. On a parlé du sucre notamment, on a parlé du soja aussi, on a parlé du pamplemousse pendant ces différents ateliers. On a aussi donné des trucs et astuces sur comment on peut lutter contre les mucites, par exemple. Et ce qu'on a fait, donc, sur ces personnes qu'on a suivies, c'est qu'on a fait des mesures de représentation avant et après. Et on a montré que ces ateliers de cuisine, ils avaient un véritable effet, en fait, sur la modification des idées préconçues autour de l'alimentation. Donc aujourd'hui, c'est aussi de l'importance d'avoir des prises en charge intégrées qui peuvent devenir l'atelier de cuisine un véritable outil thérapeutique à destination des patients. Donc j'en ai fini de mon côté. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, professeur Goljansian. Alors, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner directement sur la présentation de Sophie Bétain et on prendra toutes les questions à la fin de ces deux présentations. Ça vous va? Alors, Sophie, c'est à vous. Votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Enfin, il est ouvert, mais on ne vous entend pas. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok. Alors, juste, excusez-moi, je fais une petite aparté. Vous voyez quelqu'un qui répond DI sur certaines questions. C'est le docteur Mazilu qui est oncologue médical au centre Georges-François Leclerc qui a eu la gentillesse d'accepter de modérer par écrit les questions. Donc, merci à elle. Et donc, ne vous étonnez pas si vous voyez vos questions répondues par écrit par un DI. Allez-y, excusez-moi Sophie. Non, il n'y a pas de souci. Si vous pouvez lancer ma présentation. Ça y est. Ça y est, pardon. Voilà, donc du coup, cette deuxième partie, on va plus faire un focus sur garder le goût de s'alimenter quand les traitements s'en mêlent. Donc, on sait que souvent, en fait, les effets secondaires des traitements sont plus incommodants que le cancer lui-même et ils rendent le quotidien, en fait, très difficile. Donc, le trio de tête, en fait, des effets indésirables qui impactent l'alimentation sont, en fait, les troubles du goût. Antonin a bien expliqué les mécanismes tout à l'heure, les nausées et vomissements et les mucites. Donc, si on parle des distorsions du goût, pardon. Donc, si les papilles, en fait, se mettent en malice, on a quelques données, en fait, d'études en fait qui nous montrent en fait que près d'un patient plus d'un patient sur deux déclare avoir des modifications du goût pendant les traitements, qu'un patient sur deux déclare avoir des modifications de ses préférences alimentaires pendant les traitements. Et on a 36% de patients qui rapportent en fait l'apparition de ce goût métallique dont parlait Antonin tout à l'heure quand ils mangent certains aliments et notamment les viandes rouges. Voilà, donc comment pallier à ces distorsions? Il faut souvent user en fait de créativité et surtout, il faut oublier sa recette préférée. Elle n'aura jamais la même saveur qu'avant et s'essayer en fait à de nouveaux parfums, de nouveaux aliments. Alors, on peut tenter en fait des recettes sucrées salées ou alors des recettes un petit peu plus exotiques comme aujourd'hui en fait les cuisiniers vous proposent ce tigre qui pleure. Et puis on peut essayer de découvrir des saveurs un petit peu acidulées qui vont être apportées par du jus de citron, par du vinaigre, des épices en fait et des marinades de viande ou de poisson. Et on sait que en plus, ce goût citronné ou ce goût un petit peu acide va faciliter en fait la reconnaissance des aliments en bouche.
On sait aussi que les aliments chauds ou glacés sont plus facilement identifiables que les aliments qui vont être tièdes. Et aussi, si on peut consommer des aliments qui vont être plus neutres en goût, en fait, quand on a des exacerbations du goût, comme les laitages, la volaille ou les féculents. Alors, à contrario, en fait, si votre alimentation vous paraît trop fade, il va falloir plutôt effectivement s'orienter vers des aliments à goût fort, hein, du fromage, des viandes en sauce. Et puis après, il ne faut pas hésiter à rehausser vos plats avec du sel, des épices, des herbes, éventuellement un petit peu de sucre aussi. Si certains aliments paraissent un peu plus amers, comme c'est souvent le cas de la viande rouge, on peut facilement et sans problème la remplacer par de la viande blanche ou alors du poisson. Et on peut substituer aussi les légumes verts qui peuvent donner une amertume par des féculents ou éventuellement les adoucir avec une sauce béchamel. En plus, la sauce béchamel va enrichir finalement la préparation. Pour le goût métallique, en fait, qui est souvent ressenti lors de la consommation de viande, on sait que ce goût métallique, en fait, il peut être neutralisé par l'ajout de fromage aux préparations. C'est vrai qu'on l'avait vraiment expérimenté lors de nos ateliers culinaires au travers de boulettes hachées de bœuf, en fait. Donc, c'est de la viande hachée de bœuf à laquelle on avait fait une adjonction, en fait, de fromage râpé. Et c'est vrai que ça masquait en fait ce goût. Les patientes l'ont vraiment ressenti, on en reparlait, ça neutralisait ce goût un petit peu métallique. Après, l'utilisation de certains ustensiles de cuisine non métalliques aussi vont pouvoir diminuer en fait cet effet, cette sensation. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à utiliser des couteaux avec des lames en céramique ou alors des cuillères plutôt en plastique ou alors des pinces avec des bouts en plastique pour remuer les aliments. Alors, si vous avez un mauvais goût en bouche en continu, on peut consommer des bonbons acidulés ou des boissons citronnées qui vont permettre de saliver et finalement de chasser en fait ce mauvais goût dans la bouche. Donc après, voilà, intituler cette slide des papillons dans le ventre, hein, c'est une formule un peu plus glamour pour vous parler en fait de cet effet secondaire tant redouté que sont les nausées et les vomissements. Donc dans ce cas-là, surtout essayer de manger léger, éviter certains aliments comme le chou, les oignons, les champignons, tout ce qui va dégager des odeurs fortes, les fritures, les plats en sauce. Voilà. Et surtout, ce qu'on ne fait pas quand on a des nausées ou des vomissements, on ne jeûne pas parce que ça accentue les problèmes, les nausées. On sait que le ventre vide accentue les nausées. On essaye aussi d'orienter un petit peu ces choix alimentaires vers des aliments plutôt à goût neutre et éventuellement des aliments qui vont être plutôt lisses en texture et à fractionner les repas. On fait aussi appel à des modes de cuisson qui vont être plus simples, comme la cuisson à la vapeur, les cuissons à l'eau ou au four qui vont dégager moins d'odeur pour certains aliments. Après, on peut aussi, quand les nausées sont tellement trop fortes, on peut se dégager en fait de la cuisine et finalement consommer des préparations froides, qui vont être prêtes à l'emploi. On peut déléguer aussi à quelqu'un la préparation du repas. Et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi, c'est à préparer en fait à l'avance lorsqu'on n'a pas de nausées. Et puis, congeler ces préparations qui sont prêtes et les manger le jour J quand c'est des jours un petit peu plus difficiles au niveau niveau de cette problématique. Donc là aussi, en fait, on évite, quand on a des nausées, des vomissements, de consommer son plat préféré, hein, en fait, au risque d'en créer un dégoût alimentaire. En fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau, en fait, va associer votre plat préféré, en fait, à une mauvaise expérience. Cette expérience en fait nauséeuse et en fait ça va créer un dégoût. C'est ce qu'on appelle un petit peu l'aversion conditionnée. En cas de nausée et de vomissement, surtout, on pense à bien s'hydrater. Voilà, c'est important de maintenir des bons apports hydriques. Au niveau, on peut aussi consommer des boissons à base de cola qui sont assez efficaces.
La bonne idée qui peut être préparée, c'est des tisanes, ou des infusions au gingembre faites maison. Donc, on peut prendre 500 ml d'eau qu'on va faire chauffer, dans laquelle on va rajouter ensuite une trentaine de grammes de gingembre frais, soit on râpe, ou alors on peut les mettre en bâtonnet dans cette eau à infuser pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, on rajoute à peu près une bonne cuillère à soupe de miel dans cette préparation. Ça peut se consommer chaud ou froid. Donc, on sait vraiment que le gingembre a un impact sur les nausées et diminue ces problématiques de nausées. C'est largement, on en parle largement maintenant. Voilà. Après, on a aussi tous ces problèmes de mucus, d'irritation dans la bouche qui peuvent être très douloureuses lorsqu'elles surviennent. Donc là, on pense à prendre bien soin de sa bouche, on se brosse les dents régulièrement, on fait bien les bains de bouche qui sont prescrits. Et puis, si ça commence à picoter dans la bouche, au niveau de l'alimentation, ce qu'on peut faire, c'est éviter les aliments qui vont être plus durs, comme les croûtes de pain, les biscottes. On va éviter aussi tout ce qui va être aliments acides, les acidités comme la tomate, les agrumes, le citron, la vinaigrette. Les épices en fait qui vont être irritants comme le piment. Là, on va plutôt enlever le gingembre qui va être un peu plus irritant. On évite le trop salé, le trop poivré, le sucre aussi qui peut être très piquant. Voilà. On supprime aussi l'alcool, mais ça, normalement, on l'a déjà fait depuis depuis le début des traitements. On sait aussi que la pomme de terre, le gruyère, les noix aussi sont très irritants au niveau des muqueuses, et quand on a des mucites, il vaut plutôt les supprimer. Ce qu'on peut tenter en fait au départ quand ça commence à picoter, et là je précise bien quand ça commence à picoter, pas quand on a le feu dans la bouche, c'est de mâcher en fait de l'ananas frais qui va en fait nettoyer les muqueuses. En fait, il y a des enzymes dans l'ananas, donc il faut bien qu'il soit frais, parce que si c'est de l'ananas en conserve, en fait, on aura ces enzymes, elles vont être désactivées par le traitement thermique que l'ananas aura subi. Donc, on peut mâcher de l'ananas frais qui, lui, va en fait nettoyer un petit peu les muqueuses. Donc, ça, c'est vraiment à essayer, à expérimenter. Avant les repas, on peut aussi se graisser la bouche en fait en avalant une petite cuillère à café d'huile ou de crème fraîche. Donc ça va créer en fait un film autour en fait du palais, et ça va les aliments qui vont être plus irritants ça va adoucir quelque part la consommation du repas. On sait aussi que la glace, les boissons froides vont anesthésier la bouche, donc ça peut être bien quand vraiment c'est à vif et que c'est très inflammatoire. On peut boire avec une paille aussi pour éviter que le liquide ne soit en contact avec les muqueuses. Et puis, il est aussi possible de mixer, d'adapter la texture des repas pour éviter ces irritations par les aliments. Et parce que les aliments vont passer aussi moins de temps dans la bouche, puisqu'ils ne vont pas être mastiqués, ou moins être mastiqués. Donc, du coup, en fait, en parlant de cette adaptation de texture, je souhaite terminer en fait sur une initiative qui est portée en fait par l'équipe de restauration du CGFL, qui a mis en fait en place au sein de l'établissement depuis plusieurs années maintenant des propositions en fait de repas mixés en fait à texture de repas à texture modifiée, mais en trompe-l'œil, grâce à des techniques de cuisine moléculaire. Notamment en utilisant finalement des gélifiants. Ils sont en mesure en fait de reconstituer visuellement des parts de tarte, des fruits et des entrées pour les patients qui mangent mixé. Donc cette démarche en fait, elle permet aux patients une meilleure consommation de ces repas, parce qu'en fait souvent les repas mixés sont laissés un petit peu de côté, ils paraissent peu, je vais mettre des guillemets, mais peu ragoûtants, et il n'y a pas là, ils vont pas manger, ils ont des difficultés à manger avec les yeux pour le coup ces repas mixés, et du coup ça permet d'avoir une meilleure couverture des besoins nutritionnels. Voilà, je souhaitais pour finir souligner en fait ce projet en fait a été primé en fait à un prix Unicancer de l'innovation il y a quelques années en arrière,
Et voilà, c'est vraiment, enfin, je trouve, voilà, une super initiative de la part de notre service de restauration. Donc là, vous avez quelques photos en fait de préparation qui sont préparées assez régulièrement en fonction de nos cycles de menus. Donc vous avez voilà de l'ananas, des tranches d'ananas qui sont reconstituées. Il y a une tomate aussi qui est reconstituée, la tarte au citron qui voilà, enfin qui fait un tabac dans l'établissement, et puis une tarte tatin en fait. Donc c'est pas des petits morceaux de pommes que vous voyez dedans, c'est des cubes de pommes qui sont en fait regélifiés, donc qui s'avalent très très facilement pour les patients, et c'est une initiative qui est vraiment très appréciée des patients dans l'établissement. Voilà, merci. Merci beaucoup pour effectivement tous ces trucs et astuces qui peuvent permettre d'avoir une alimentation presque normale. Merci d'avoir répondu. On a toujours beaucoup de questions sur les mucites et effectivement, c'est quelque chose de très invalidant. On n'est pas toujours capable de répondre. Donc là, il y a eu des réponses très pratiques. On a une question d'Aurélie qui dit la pomme de terre est-elle irritante sous toutes ses formes, purée, vapeur, soupe, etc. Après, sur les soupes, non. Après, on va être plutôt sur la pomme vapeur et des préparations qui ne sont pas, qui sont pas suffisamment cuites en fait. Enfin, des fois, on la cuit pas suffisamment et c'est là que ça devient irritant. Ok, super. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on retourne en cuisine, retrouver Benjamin, Ludovic et Jennifer. Et je crois que Sophie, vous… Eh ben, je vais rejoindre en cuisine, mais peut-être qu'il y a des questions pour Clémentine aussi, ou Alors, sur le chat. Le temps que vous alliez en chemin, on avait le témoignage d'un aidant qui était prévu, parce que c'est vrai qu'on a souvent des aidants qui nous disent mais nous c'est difficile, on voit la personne aider notre conjointe, notre maman, notre fille qui a du mal à s'alimenter, et le repas c'est aussi un moment de convivialité, un moment de partage, un moment où quand on prépare les recettes, ça peut être aussi un moment à vivre ensemble. Il n'a pas réussi à se connecter, donc on est vraiment désolé pour ça, mais ces ateliers sont bien sûr à destination des patients et également des aidants qui ont une place formidable dans cette maladie. Alors, on voit la viande toute fumante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Ludovic? On ne vous entend pas? Le plat. Ah, super. Alors, pour le cycle souffleur, on est venu faire la marinade de la viande tout à l'heure. Et maintenant, on vient saisir en fait le bœuf dans une poêle avec un petit peu de sauce d'huile d'olive, du beurre et des dattes à votre convenance. Ludovic tout à l'heure a préparé un fond de sauce. Du coup, il a mis l'équivalent d'un citron vert avec… Alors, juste, Jennifer, comme vous êtes à côté de la casserole, on entend les frémissements de la viande. On ne vous entend pas très bien. Du coup, je me décale. Voilà, super. Du coup, on a fait mariner la viande tout à l'heure, comme avec la préparation que vous avez pu voir. Et maintenant, en fait, Ludovic est venu chauffer la poêle avec de l'huile d'olive, du beurre ou de l'huile d'arachide, selon votre convenance, vos choix. Ensuite, il est venu faire une préparation, un fondu, qu'il va venir verser dans la viande chaude après. Il a mis l'équivalent d'un citron vert, mélangé avec de la sauce Nyok Nam, donc une cuillère à soupe, avec une cuillère à café bombée de sucre semoule, vraiment bien bombé. Et donc, qui est rajouté en fait dans la préparation pour pouvoir finir de cuire le plat. Super. On va mettre tout de suite la recette sur l'écran. Imad, s'il te plaît, si tu peux partager la recette. Et pendant ce temps-là, Sophie, alors en termes d'apport nutritionnel, le choix des ingrédients, etc., est-ce que la diététicienne que vous êtes peut nous faire un point? Oui, donc là, l'idée, c'est vraiment effectivement d'avoir un apport en protéines, enfin, voilà, avec
Là, on a utilisé du coup de la viande rouge parce qu'on sait que c'est celle qui est. Enfin, voilà, on a voulu vous montrer qu'il était possible d'en consommer et de masquer en fait le goût en fait avec du coup l'utilisation de cette marinade un petit peu exotique avec voilà, avec la sauce huître et puis la sauce soja. Et voilà, on a rajouté aussi des herbes avec de la coriandre pour pouvoir en fait masquer en fait ce goût métallique de la viande. Donc c'est voilà, une préparation qui est très rapide. Voilà, ce qui peut être intéressant aussi quand vous faites des préparations, c'est effectivement de couper en fait la viande très finement en fait. Ça va en fait au niveau de la cuisson. Elle va être plus rapide à cuire que finalement un beefsteak en entier. Donc, on est moins gêné par les odeurs de cuisine parce que ça va être sur un temps beaucoup plus court et ça cuit effectivement plus rapidement. Donc, voilà, ça peut être c'est intéressant en fait d'émincer votre viande ou votre poisson avant leur cuisson. Et voilà. Donc là, on est vraiment sur un apport en protéines. Donc là, le plat, on l'a accompagné avec des pâtes au riz. Voilà. Et on est sur une portion de viande qui est à peu près de l'ordre de 400 calories avec 20 grammes de protéines au niveau de l'apport nutritionnel. Voilà. Et c'est magnifique. Bravo. À l'ensemble de l'équipe de la cuisine. Et donc, du coup, là, on va proposer en fait la barre chocolatée à la noix de coco. Voilà, ce que ça donne un petit peu au visuel après les différents temps de refroidissement. Donc là, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'une recette un peu cocooning, rassurante, qui nous rappelle l'enfance. Voilà, donc c'est au niveau nutritionnel, elle est aussi très, très intéressante. On est sur une barre qui va faire à peu près, cette barre-là va faire à peu près 180 calories. Au niveau protéines, on n'est pas sur un gros apport en protéines, on va être sur de l'ordre de 3 grammes de protéines. Ce qui est intéressant, là, c'est que la noix de coco va apporter pas mal de fibres aussi. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais ça peut être, c'est une bonne source de fibres. Voilà. Isabelle qui demande si elle est invitée. Isabelle, si elle n'est pas loin de Dijon, elle peut venir. Bon, voilà. Tous ceux qui sont pas loin de Dijon peuvent venir. Vraiment bravo à tous pour cette conférence. Anne, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais compléter? Non, je crois que les réactions sont enthousiastes et surtout ce qui était intéressant et que tous les intervenants ont mentionné, c'est l'aspect déculpabilisant de la nutrition. Il faut revenir sur quelque chose où on peut manger de tout, arrêter effectivement de souscrire à toutes ces injonctions, stopper le sucre, stopper le gras. Et en fait, c'est déculpabilisant et il faut se faire plaisir, il faut retrouver le chemin du plaisir avec la nutrition et pas seulement quand on est patient. Et ce que je voulais ajouter, c'est qu'effectivement, je pense que dans tous les liens que tu as fournis, ce que nous disent les patientes aussi, c'est qu'elles sont souvent très fatiguées et qu'elles n'ont pas forcément l'occasion ou l'envie de cuisiner et que les accompagnants sont fondamentaux dans l'approche qu'ils vont pouvoir avoir. Et ils sont souvent moins informés, ils n'ont pas toujours l'occasion d'être présents quand les oncologues informent les patients de tout ça. Et je pense que c'est très important de rappeler que soit on peut aussi préparer des choses et les congeler pour les moments où on sera moins en cuisine, ou tout simplement demander aux gens qui nous entourent de nous aider à retrouver le plaisir de s'alimenter correctement. Donc le côté déculpabilisant, c'était un petit peu l'envie qu'on avait envie de faire passer, le témoignage qu'on avait envie de faire passer ce soir. Et je crois que les recettes y ont bien aidé. Donc, merci. Dernière question des gourmands. Donc, Nat qui demande quelle huile pour les barres coco?
Apporte Quelle l'huile huile? d'arachide, cette Ouais. huile. La tête, L'huile d'arachide. l'huile d'arachide, voilà. Mais peu importe, le tournesol, ça fera l'affaire. Mais pas d'huile d'olive. Mais pas l'huile d'olive, c'est ça. Pas d'huile d'olive. Parfait. Et ben, en tout cas, merci pour les recettes. Merci pour le sourire aussi en cuisine. C'est chouette. On voit que autour de l'alimentation et de la cuisine, il peut y avoir du plaisir. Est-ce que Carole veut dire un mot de la fin? Pas spécialement, simplement on espère que vous avez passé un moment de compagnie. En tout cas, c'était notre cas. Vous l'avez vu, on a plaisir effectivement. Peut-être une prochaine fois. Et en tout cas, un grand merci pour votre attention à tous, à Odyssea pour cette initiative et puis à tous les participants, les orateurs et les connectés. Et Jennifer. Mais Jennifer, bien sûr. Mais Jennifer a été la star de la soirée. Elle a géré. Merci pour l'invitation et c'est important pour des personnes comme moi touchées par le cancer du sein d'avoir plus d'informations. Et j'ai écouté tout le long et merci parce que ça m'ouvre aussi, ça m'a donné plein d'informations. Voilà. C'est très important. Jennifer, crevez l'écran, hein. Tout le monde a apprécié beaucoup. Et merci à nos partenaires institutionnels qui nous permettent de réaliser ces émissions dans les meilleures conditions. En l'occurrence, ce soir, c'était Harmonie Mutuelle et Appel Médical qu'on remercie infiniment pour leur soutien. Et ben, moi, je voulais remercier toute l'équipe du Centre Georges-François Leclerc, nos orateurs, le professeur Hugo Gential et Jennifer. Parce qu'ensemble, pour reprendre le slogan de Odyssea, on est encore plus fort et c'est ce qui a transpercé aussi de l'intervention de Jennifer. Tout le monde l'a souligné. Vous êtes tous et toutes courageuses, donc bravo. Très bonne soirée. Merci beaucoup aux orateurs et le replay sera disponible prochainement sur le site d'Odyssea et Dis-moi Santé, ainsi que qui contient les recettes, donc vous aurez les recettes dans le replay. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.